Quelles sont les mesures phares de la loi de financement de sécurité sociale pour 2026? On en parle tout de suite avec mon invité, Michael Dalande, avocat associé chez Advent Altana. Michael Dalande, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de la loi de financement de sécurité sociale. Une des mesures phares, c'est la suspension de la réforme des retraites. Quelles sont les conséquences véritablement pour les entreprises? Alors vous faites bien de commencer par là, Arnaud. Effectivement, c'est la mesure star de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le fruit d'un compromis politique dont on sait comment il a abouti à l'adoption de ce texte. Donc les règles sont connues. Effectivement, il y a un report pour certaines tranches d'âge de l'âge de départ à la retraite et de l'âge pour bénéficier du taux plein. Jusque début 2028, enfin à partir du 1er septembre 2026 jusqu'au début 2028. Donc les entreprises face à cela, doivent s'adapter face au brouillard, l'inquiétant brouillard législatif que nous devons affronter. Et très simplement, on va avoir des départs un peu moins linéaires, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient pris la trame prévue par la loi de départ, il va falloir la décaler un petit peu. Premier point, c'est pas très très compliqué. Deuxième point, il faudra quand même vérifier dans les dispositifs seniors et de départ à la retraite qui existent dans l'entreprise, que ce soit de manière unilatérale ou, comme c'est souvent le cas, par accord collectif, vérifier qu'il n'y a pas d'angle mort entre ce qui a été signé et les modifications introduites par cette suspension. Et ensuite, quoi, un angle mort? Un angle mort, ce serait effectivement des conditions de départ qui reprennent strictement la loi, mais qui n'intègrent pas les différés des suspensions. C'est rarement le cas parce qu'en fait, en pratique, on se cale sur le calendrier sans mentionner exactement quel il est. Mais si un accord mentionne classiquement, un copier-coller du tableau de la grille, il faut simplement le mettre en conformité. Alors, autre mesure importante, c'est la hausse de la contribution sur les ruptures conventionnelles. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la sortie de certains salariés, sur un ajustement des effectifs par les entreprises? Oui, potentiellement. Donc, la hausse de cette contribution spécifique, elle passe de 30 à 40%. Il faut savoir qu'avant, les 30%, c'était un forfait social de 20%. Pour autant, la rupture conventionnelle, elle a un succès assez extraordinaire. On pourrait parler, en étant un peu cynique, de mode de rupture du contrat de travail préféré des Français. Mais pour casser le mythe, il faut quand même savoir qu'il y a 2 fois plus de licenciements en France qu'il n'y a de rupture conventionnelle. Et il y a 3 fois plus de démissions qu'il n'y a de rupture conventionnelle. Donc la démission reste le mode de rupture le plus fréquent. Après, ça dépend des populations, bien entendu. Donc on a une hausse du taux qui vise simplement à freiner l'attrait pour la rupture conventionnelle, qui pèse sur des comptes de l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas de la démission, et qui bénéficie d'un régime social et fiscal de faveur. Donc les conséquences de cela, il devrait y avoir un peu moins de rupture conventionnelle ou un tassement, mais il n'y aura certainement pas un écroulement, j'y crois pas une seule seconde. Pourquoi ? Parce que le fait d'introduire le forfait social, puis de passer la contribution de 20 à 30%, n'a quand même pas réduit de manière drastique. Donc il y aura peut-être un effet de frein, on verra aussi, mais je n'imagine pas un écroulement de 30 ou 40% du nombre de ruptures conventionnelles. Peut-être une baisse, mais on verra, et d'autres modes de rupture seront privilégiés, potentiellement conflictuels, voire contentieuses. Alors, autre mesure importante, le texte durcit les sanctions contre le travail dissimulé. Est-ce que les entreprises doivent s'attendre à davantage de contrôle? Et quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par cette mesure? Alors, c'est bien qu'on en parle parce que la loi de financement de la sécurité sociale, elle n'introduit pas un changement immense en fait sur le sujet. Simplement, elle vient augmenter le taux de la majoration appliquée quand il y a un redressement pour travail dissimulé. C'est de ça dont on parle. Mais il faut quand même savoir que depuis plusieurs années, les pouvoirs publics, le législateur est intervenu pour renforcer les pouvoirs donnés aux URSSAF en matière de lutte contre le travail dissimulé. Et les URSSAF bénéficient d'un arsenal assez impressionnant, pour ne pas dire redoutable. Pour vous donner quelques chiffres, en 2024, les URSSAF ont redressé près d'1,6 milliard d'euros au titre du travail dissimulé. C'était 1,2 l'année précédente et c'était 800 millions l'année d'encore avant. Et en 10 ans, ça a fait
x5. Donc il y a une trajectoire quand même importante. Ça veut dire qu'il y avait déjà un arsenal juridique qui permettait des sanctions. Oui, depuis quelques années. Et donc les secteurs les plus visés, c'est le bâtiment, ce sont les services aux entreprises, et également le commerce. Les entreprises sont visées, mais aussi beaucoup les petits entrepreneurs. Donc il y a un maillage qui est très, très puissant, créé par l'URSSAF en lien avec les services de police et de gendarmerie, parce que il faut rappeler qu'il y a des sanctions financières, et la majoration, c'est vraiment que la goutte d'eau par rapport au reste. On n'a pas le temps de l'évoquer, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais il y a un volet pénal qu'il ne faut vraiment pas négliger. Alors, autre mesure importante, c'est le congé de naissance qui fait son apparition dans ce texte. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, les heureux parents d'enfants nés depuis le 1er janvier, ou adoptés d'ailleurs, bénéficient d'un congé supplémentaire qui s'ajoute au congé maternité, congé paternité ou d'adoption. Donc, il faut que les droits soient épuisés pour bénéficier de ce dispositif pour une durée d'1 ou 2 mois, c'est au choix des parents. Et ce dispositif, il est indemnisé, pas en totalité, mais il est indemnisé par la sécurité sociale. Est-ce que ça va avoir un impact, j'imagine, sur l'organisation des entreprises ? Comment elles doivent anticiper ce congé ? Oui, bien sûr. Alors, on ne sait pas à ce stade quel sera, je dirais, le niveau d'utilisation de ce congé. Je pense que ça se fera de manière progressive. On verra 2026, 2027, etc. Mais on peut se dire qu'il n'y a pas de coût finalement pour l'entreprise parce que ce serait pris en charge par la sécurité sociale, mais il y a des coûts indirects. En termes d'organisation, il faut simplement que les entreprises s'attendent à ce qu'il y ait des absences plus longues de la part des jeunes parents. Donc, il faudra s'organiser avec, en termes de recrutement, de formation, potentiellement de recours à des heures supplémentaires lorsqu'il n'y a pas de remplacement. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y aura la question potentiellement d'un maintien de salaire parce que les accords d'entreprise ou de branche prévoient régulièrement, sur un certain nombre de sujets, des maintiens de salaire en totalité. C'est-à-dire qu'on vient compenser ce que ne verse pas la sécurité sociale. La question pourra se poser pour le congé supplémentaire de naissance. Donc, enjeu organisationnel et indirectement financier, mais ça pourrait devenir plus direct qu'on se l'imagine. Alors, autre sujet important, le gouvernement y tenait, il encadrait les arrêts maladie de manière plus importante, avec une durée maximale. Oui. C'est quoi finalement qui a été retenu ? Alors, ce qui a été retenu, c'est qu'on est parti du constat, et c'est très bien expliqué dans l'exposé des motifs de la loi, qu'il y avait un certain nombre d'arrêts de travail qui avaient une durée considérée comme trop importante et qui ne respectaient pas les préconisations de l'assurance maladie. Il y a un petit référentiel qui n'était qu'indicatif. Partant de là, le législateur, le gouvernement considérait que cela coûtait, et donc il y a eu cette intervention pour faire en sorte que le premier arrêt de travail ne puisse pas dépasser 1 mois. Alors on attend un décret, donc soyons encore prudents, on verra les modalités, et on verra à quel point le décret est bavard ou pas. Donc la réforme n'est pas encore entrée en vigueur, mais ce sera probablement pour le mois de septembre. Donc, mais retenons cette borne d'1 mois pour l'arrêt initial et une borne de 2 mois en cas de prolongation. Ça, c'est la règle. Mais évidemment, on est au pays des 1001 exceptions, donc il y a une exception. Le médecin pourrait y déroger en motivant par rapport à l'état de santé du patient ou en suivant des consignes de l'autorité de santé. On va conclure là-dessus. Merci Michael Dalinde. Je rappelle que vous êtes associé chez Advent-Altana. Merci. Tout de suite, on poursuit. On va parler des élections municipales et comment on peut communiquer en période préélectorale.